La plupart des gens qui rêvent de lancer un business de formation échouent. Et ils échouent pour une raison simple, ils vendent un produit que personne ne veut acheter. Ils sont comme ce mec dans Le Père Noël est une ordure qui essaye de faire goûter ses spécialités bulgares. Je vous ai apporté du bichou. Des quoi? Des doubichou. Ce sont ces formateurs qui font des posts inspirants sur Instagram et qui récoltent 10 likes. Ce sont eux qui suent pendant des semaines sur une page de vente qui fait 0 vente. Ce sont eux qui ont même du mal à faire télécharger aux gens un e-book gratuit. Ces formateurs-là, personne ne leur dit la vérité. Les gourous ne veulent pas les décourager pour pouvoir leur vendre la prochaine méthode marketing magique qui va les faire passer à 10 000 € par mois. Je suis passé par là. Mon tout premier produit a fait un flop et mon deuxième produit a décollé et m'a permis de vivre de mon business. Alors voici mes conseils brutalement honnêtes pour les formateurs qui ne font pas de vente. Premier conseil, vous devez comprendre pourquoi vous ne faites pas de vente. Et la réponse, c'est que vous n'apportez pas assez de valeur. Et parfois, les gens me disent « Mais non, tu comprends pas Stan, je crée du contenu, j'apporte beaucoup de valeur, mais pourtant personne ne regarde mon contenu. » Là-dedans, il y a une contradiction totale. Si votre contenu, personne ne le regarde, alors ce contenu n'apporte pas de valeur, puisque la valeur est obligatoirement dans l'œil du spectateur. Là où les gens sont confus, c'est qu'ils pensent que apporter de la valeur, c'est donner de l'information, donner des conseils. En réalité, non, la valeur, c'est l'impact dans la vie des gens. Donc logiquement, si personne ne regarde votre contenu, vous ne pouvez pas apporter de valeur. Il y a différents types d'impact que vous pouvez avoir, et donc il y a différents types de valeurs que vous pouvez apporter. Vous pouvez résoudre des problèmes, c'est ce qu'on fait généralement quand on est formateur. Vous pouvez aussi être divertissant, vous pouvez apporter une connexion émotionnelle, vous pouvez aider les gens à monter leur statut social, etc. Mais si vous êtes formateur, il est probable que votre valeur se trouve dans la résolution des problèmes dans la vie des gens. Et c'est là où beaucoup de formateurs se prennent les pieds dans le tapis, parce qu'ils se retrouvent à répéter les conseils qui sont vus ailleurs. Et donc si vous dites aux gens quelque chose qu'ils ont déjà entendu, quel impact est-ce que ça peut vraiment avoir et donc quelle valeur est-ce que ça peut apporter? Donc évidemment, les conseils, les méthodes, les idées sont établis. Vous allez devoir dire quelque chose qui a été dit avant, mais probablement le dire d'une autre manière. Peut-être que vous allez le dire en mieux, peut-être que vous allez le dire en plus divertissant, ou peut-être simplement que vous allez le dire sous un autre format. Je vais vous donner un exemple qui vient du début de ma carrière en tant que formateur marketing. J'avais créé une série de podcasts sur le livre Influence et Manipulation. Donc les conseils que je donnais dans la série de podcasts étaient connus, puisqu'ils venaient d'un livre qui date des années 70. Mais j'avais apporté deux choses qui apportaient de la valeur. La première, c'est que j'apportais ces conseils aux gens sous un nouveau format, le format du podcast. Et le deuxième, c'est que j'avais adapté tous les exemples au web. Et c'est ces deux éléments qui me permettaient d'apporter une valeur avec cette série de podcasts. C'est aussi pour ça que j'ai construit toute ma chaîne YouTube principale avec des études de cas. Parce que chaque fois que je vous donne une étude de cas, je vous donne quelque chose qui est à la fois divertissant, quelque chose qui est concret parce qu'on analyse une personne ou un business en particulier, c'est un angle que vous n'avez jamais vu, etc. Les études de cas, c'est aussi quelque chose qui est difficile. Ça demande beaucoup de travail de faire les recherches, ça demande des compétences d'écriture, de tout pouvoir fignoler. C'est évidemment beaucoup plus facile de se contenter de répéter les conseils qu'on a trouvés à droite à gauche. Mais si vous répétez les conseils vus à droite à gauche, ça n'apporte pas de valeur, vous n'avez pas à vous différencier. Et c'est en faisant ce travail, en apportant quelque chose d'unique, que j'ai pu me différencier au départ. C'est aussi pour ça que j'ai créé Schoolmaker. Schoolmaker est une plateforme de formation qui aide vos clients à avoir de meilleurs résultats avec vos formations pour vous aider à faire plus de ventes. Vous pouvez créer des formations vidéo et ajouter des étapes à cocher sous chaque leçon. En plus, vous avez une communauté intégrée et des fonctionnalités d'accompagnement avancées pour aider encore plus chacun de vos clients. Cliquez sur le premier lien en haut de la description pour démarrer votre essai gratuit de 14 jours sur Schoolmaker. Mon deuxième conseil, vous l'avez déjà entendu, vous n'avez pas envie de le faire, et c'est de vous spécialiser. Par exemple, supposons que vous voulez devenir expert numéro 1 de l'immobilier français. C'est dur. La plupart des conseils génériques sur l'immobilier sont déjà donnés par beaucoup de gens. Comment est-ce que vous allez apporter de la valeur sur ce domaine-là? Une option, c'est de devenir expert sur un domaine plus précis. Vous devenez par exemple expert de la location de terrain pour les campings, c'est faisable. Il y a probablement personne qui a autant poncé ce sujet bien précis. Vous pouvez aller encore plus loin en devenant expert pour une région particulière. Si vous devenez expert des terrains de camping dans le Poitou-Charentes, ça parlera à moins de monde, mais je peux vous garantir que vous pouvez apporter beaucoup de valeur parce que littéralement vous pouvez connaître tous les terrains de camping qui sont à connaître dans cette région et expliquer aux gens où se positionner. L'erreur que font les gens quand il s'agit de se spécialiser, c'est qu'ils cherchent à éviter la concurrence. En réalité, c'est dangereux parce que s'il n'y a pas de concurrence, souvent c'est qu'il n'y a pas de marché dans le domaine de la formation. Alors il ne faut pas réfléchir à la spécialisation en termes de je veux aller là où il n'y a pas de concurrence, il faut réfléchir à la spécialisation en termes de comment est-ce que j'apporte plus de valeur. Et c'est plus facile d'apporter de la valeur aux gens si vous avez quelque chose de très précis parce que vous pouvez creuser dans le sujet et vous ne restez pas sur des conseils qui sont génériques. Évidemment, ça veut dire que vous allez toucher moins de personnes, mais quand vous vendez de la formation, toucher moins de personnes mais les aider beaucoup plus, c'est généralement le bon calcul. Mon troisième conseil, c'est d'arrêter de copier les gens qui sont beaucoup plus avancés que vous. Tout comme une startup ne va pas copier la manière de travailler de Google aujourd'hui, ça n'a pas de sens pour vous quand vous démarrez de copier les stratégies de marketing de formateurs qui font 100 000 € ou plus par mois. Votre situation est fondamentalement différente parce qu'un formateur qui est là depuis longtemps, il sait la valeur qu'il apporte et donc il peut construire sur la base de cette connaissance. Dans votre cas, vous n'avez pas encore trouvé cette valeur et donc une grande partie de votre travail, c'est pas de faire semblant que vous avez déjà trouvé cette valeur et de faire semblant d'être plus avancé que vous ne l'êtes. Votre travail, c'est de trouver où
est-ce que vous pouvez apporter de la valeur? Cette tentation de copier les gens qui ont déjà réussi se retrouve un peu partout. Donc je vais avoir des gens qui copient mes miniatures sans comprendre pourquoi les miniatures fonctionnent, ou des gens qui copient les conseils qu'ils ont trouvés ailleurs, ou les gens qui vont copier la proposition de valeur large d'un gros formateur. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que même si ma proposition de valeur aujourd'hui semble assez large, au départ, quand j'ai commencé, je me suis fait connaître uniquement par le copywriting, par une spécialisation sur quelque chose de très précis. Mais effectivement, une fois que j'avais des centaines de milliers de personnes qui me suivaient, les personnes ont commencé à me poser des questions sur d'autres domaines. Et oui, après, je me suis permis d'aller faire une formation sur la productivité, par exemple. Mais c'est pas du tout quelque chose que j'aurais fait au démarrage. Au démarrage, je me suis dit, est-ce que je peux trouver un seul truc sur lequel j'apporte de la valeur? Et c'est largement suffisant pour vivre. Mon quatrième conseil, c'est d'aider les gens gratuitement. J'ai déjà vu plusieurs cas de personnes qui veulent vendre des formations et qui n'arrivent pas à faire de vente. Alors j'aurais proposé une expérience simple, c'est de faire du coaching pour leur audience gratuitement. Et ils proposent un coaching gratuit aux gens et personne n'en veut. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il n'y a pas de problème ou alors qu'on n'a pas du tout une solution qui est crédible à ce problème. Je vais vous donner un autre exemple qui vient du début de ma carrière sur le web. À l'époque, je faisais du coaching en séduction. Et j'avais un gars en particulier qui s'appelait Mathieu, qui m'avait envoyé des emails pour me parler de ses problèmes de cœur et de filles, etc. Et je me suis mis à répondre à son email et lui il a répondu à mon email et on se retrouve à faire du coaching par email totalement gratuit pendant des semaines et des semaines. J'ai dû passer au moins une vingtaine d'heures de ma vie à répondre à ce mec. Et vous savez quoi? Ça m'a rapporté beaucoup plus que ce qu'aurait pu me rapporter un coaching. Pourquoi? Parce que c'est de la recherche de marché gratuite. En aidant cette personne, j'ai compris qu'il y avait au moins une personne pour qui je pouvais vraiment apporter beaucoup de valeur. Je pouvais changer la trajectoire de sa vie potentiellement sur ce domaine de relations amoureuses. Et en prenant ce que j'avais discuté avec lui et en prenant les problèmes qu'il avait et les méthodes que je lui ai données, j'ai pu créer mon deuxième produit qui s'appelait à l'époque le plan d'action, qui était un produit pour aider les hommes timides à passer à l'action et à sortir un peu de leur coquille. Et c'est ça qui a été le succès qui m'a permis de vivre du web pour la première fois. Et ça n'aurait jamais été possible si je n'avais pas aidé ce type-là gratuitement. Et c'est pour ça que si aujourd'hui vous ne savez pas encore la valeur que les gens voient dans vos conseils, aidez-les gratuitement avant d'essayer de leur vendre quelque chose. Mon cinquième conseil, c'est que tout n'a pas besoin d'être une formation. Est-ce qu'une formation est la meilleure manière d'apporter de la valeur aux gens? Parfois oui, mais parfois non. Parfois la meilleure manière d'apporter de la valeur, c'est de faire du coaching, ou de faire un service, ou de vendre une application, ou un logiciel, ou un produit physique. Par exemple, j'ai récemment reçu dans mon podcast Mehdi de Stronglift.com. Stronglift.com, c'est son site et il donne tout son contenu gratuit, toutes les méthodes sont disponibles. Alors comment est-ce qu'il monétise? Il monétise en nous vendant une application. Parce qu'il a compris que ce qui manquait vraiment aux gens dans la musculation, c'est d'être capable de tenir la routine chaque semaine, et donc il leur donne une application qui simplifie le suivi du programme. Un autre exemple, c'est mon propre business, Schoolmaker. Le problème que j'essaye de résoudre avec Schoolmaker, c'est comment apporter de meilleurs résultats aux gens qui suivent les formations pour qu'ils en achètent plus, et simplement comment faire plus de ventes si vous êtes un formateur. Et donc je pourrais essayer de vous donner la méthode dans une formation, mais c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus direct et beaucoup plus rentable pour moi de vous la donner dans un logiciel, de créer un logiciel qui fait pour vous tout ce que je vous conseille de faire. Finalement, j'ai eu l'exemple une fois d'un gars qui voulait apprendre aux gens comment émigrer dans un autre pays. Et si vous allez aider les gens à changer totalement leur vie et à changer totalement de continent, ne faites pas une formation. Faites un service où vous les aidez à faire toutes les démarches, etc. Et c'est là où se trouvera le maximum de valeur. Mon sixième conseil, c'est d'arrêter de rêver au revenu passif. Il y a une citation que j'aime bien de l'auteur Mark Manson qui dit « La vraie semaine de 4 heures, c'est de travailler 16 heures par jour pour gagner de l'argent dans votre sommeil. » L'absurdité que je vois souvent, c'est des gens qui essayent d'automatiser leur business alors qu'ils ne gagnent même pas encore de l'argent. Autrement dit, ils essayent de construire une énorme usine pour produire une nouvelle invention, sauf qu'ils ne savent même pas si cette invention, elle intéresse les gens. Si vous avez lu avec attention la semaine de 4 heures, vous verrez que Tim Ferriss a commencé en travaillant comme un chien. Au départ, il bosse sur son business, il construit le truc, et uniquement au moment où il a un produit qui se vend avec un système marketing qui est optimisé, là seulement il va commencer à déléguer et à prendre du temps pour lui. Alors quand vous vendez une formation, c'est vrai que la livraison du produit est automatisée et que ça simplifie beaucoup votre vie, c'est vrai que les entrepreneurs avancés peuvent bosser beaucoup moins et peut-être même vivre la semaine de 4 heures, mais la question c'est comment vous arrivez au point où vous avez cette machine qui est en place. Et pour ça, vous allez probablement devoir faire des choses qui ne scalent pas. Ça veut dire répondre gratuitement aux questions des gens. Quand j'ai commencé Marketing Mania, dès que quelqu'un m'envoyait un email, je répondais et j'essayais d'aider la personne, encore une fois, gratuitement. Dans ma tête, ça ne servait à rien d'essayer de facturer la personne pour répondre à un email, mais que si j'aidais à cette personne, peut-être qu'elle allait parler de moi à quelqu'un d'autre qui allait derrière acheter un produit. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait jusqu'à avoir des dizaines de milliers d'euros par mois sur les lancements, et après je l'ai délégué à quelqu'un d'autre qui maintenant continue à le faire, on continue à répondre aux questions gratuitement, mais évidemment maintenant j'avais les moyens de payer quelqu'un d'autre pour le faire. Une autre idée qui vous demande d'abandonner le rêve du revenu passif, c'est simplement d'avoir un accompagnement généreux, quelque chose qui permet de répondre aux questions des gens, quelque chose qui permet de vraiment comprendre où se trouvent leurs problèmes, où est-ce que vos méthodes fonctionnent, où est-ce qu'elles ne fonctionnent pas, etc. Et finalement, si vous n'avez pas encore trouvé le bon produit, le bon canal marketing, vous allez constamment être en train d'ajuster votre offre, d'ajuster votre manière de vendre, etc. Et ça, encore une fois, ça ne peut pas être passif. Donc mon conseil, si vous rêvez de revenus passifs, c'est de vous déterminer à travailler aussi dur que vous êtes capable
pendant au moins les 3 premières années. Et une fois seulement que vous avez compris la valeur que vous apportez, alors vous pouvez l'automatiser. Mon 7e conseil, c'est de tester vos idées. Personne ne sait à l'avance si votre idée va marcher, que ce soit une idée de formation ou une idée de chaîne YouTube. Et pourtant, les gens ont ce besoin de certitude qui est le poison mental de l'entrepreneur. Les conséquences de ça, c'est que vous allez passer trop de temps sur vos plans avant de les tester parce que vous pensez qu'il imagine un plan parfait, ou alors vous allez sauter de plan en plan selon ce que le dernier gourou en date vous donne. Ce qui m'amène à mon 8e conseil, qui est de séparer votre ego de votre business. C'est important de vous souvenir que votre valeur en tant que personne n'a rien à voir avec vos revenus, ou même le nombre de vues que vous faites sur vos vidéos. Et c'est une erreur qui est fréquente quand les gens vous demandent par exemple comment ça se fait qu'un footballeur devrait gagner plus qu'une infirmière. Sous-entendu, l'infirmière est une personne plus vertueuse que le footballeur. Peut-être, mais en fait ça n'a rien à voir avec les revenus. Les revenus sont juste un effet de l'offre et de demande. Et donc si vous avez fait un produit que personne n'achète ou une vidéo que personne ne regarde, ça veut dire que les gens vous jugent en tant qu'individu et vous trouvent nul. Ça montre juste que la valeur de votre produit, elle est pas là. Et si vous ne prenez pas ça personnellement et qu'on vous dit le produit est là, je vois pas trop de valeur, vous allez juste réfléchir à une manière d'apporter plus. Vous n'allez pas avoir une émotion négative sur vous-même. Vous allez parler aux gens, identifier les blocages, les accompagner directement y compris gratuitement. Vous allez devenir meilleur dans ce que vous faites, bosser vos compétences d'écriture, de présentation, de vidéo, de vente, de copywriting, etc. En partant du concept que dès que vous démarrez une nouvelle compétence, vous allez être nul. Si demain vous démarrez la course à pied et que vous avez jamais couru dans votre vie, vous allez être nul. Personne n'est bon à la course à pied le premier jour. Et c'est la même chose sur l'écriture, c'est la même chose sur la création de vidéos, c'est la même chose sur le copywriting. Et c'est pour ça que attacher votre ego à votre business, c'est dangereux. Parce que ça vous amène à de la peur et à de la procrastination. On veut pas savoir que le produit va échouer, donc on traîne les pieds pour le lancer le plus tard possible. Ou ça nous amène à des illusions de grandeur. On se dit qu'on apporte de la valeur, qu'on fait un bon travail, alors que non, mais on n'a pas envie de savoir que les gens ne voient pas de valeur dans ce qu'on fait parce qu'on le prendrait personnellement et ça nous ferait nous sentir trop mal. Quand vous créez des formations, imaginez que vous êtes un inventeur qui essaie de trouver un nouveau type d'ampoule qui consomme moins d'électricité. La plupart de vos tentatives vont échouer et c'est normal. Le fait que vous ayez fait une ampoule qui ne marche pas n'est pas un jugement sur vous et qui vous êtes en tant que personne. C'est évidemment plus dur quand vous êtes formateur parce que votre visage est dessus, c'est vos idées et les commentaires sur vos vidéos vous crachent directement à la figure, mais c'est le but d'arriver à vous détacher de votre travail. Il y a la vidéo que j'ai mise sur internet et qui je suis en tant que personne. Il y a la formation que j'ai faite et qui je suis en tant que personne. Et les deux n'ont pas grand chose à voir l'un avec l'autre. Pour terminer, si vous voulez apprendre à créer une formation qui apporte plus de valeur, cliquez ici pour voir le derrière des coulisses de ma dernière formation et voir toutes les techniques que je mets en place pour aider mes clients à avoir plus de résultats.